Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle, produit par Ombre Portée 2.0. Bonsoir, vous écoutez Shadow Talk, le podcast d'OPV2 qui parle de Shadowrun en particulier et de jeux de rôle en général. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de 30 nuits, supplément de scénario paru en VF en même temps que Noir Total. C'est un supplément qui se déroule à Toronto plus précisément, au moment où se produit en fait une panne de courant généralisée dans la ville et les joueurs doivent du coup se débrouiller dans une ville qui est livrée à elle-même. On est donc avec André qui a participé en fait à l'élaboration d'une partie du contenu français qui a été rajouté à cette édition, c'est-à-dire notamment d'une trame, d'un fil rouge dont on reparlera tout à l'heure. Bonsoir André. Bonsoir. On est également avec Mathieu, qui a également travaillé du coup sur les ajouts français à la campagne et qui a aidé entre autres à clarifier les conséquences du blackout. Bonsoir Mathieu. Salut. On est également avec l'inépuisable, épuisé Romain Pélis. Bonsoir Romain. Ouais, je suis toujours fatigué, effectivement, mais je suis encore là, ouais. Bon, moi, sur ce projet-là, je suis vraiment là, presque en tant que candidat, parce que j'ai pas beaucoup travaillé dessus directement. J'ai plutôt eu le mérite d'amener André dans le projet. Mais voilà, on y reviendra, je pense. Officiellement, 30 nuits, c'est un supplément qui a été pitché par Jason Hardy, parce qu'il était en fait très fan de l'idée qui avait émergé durant le travail sur Noir Total autour du coup de cette intrigue de Blackout, et du coup il avait pitché un projet de campagne se déroulant durant l'un d'entre eux, et c'est comme ça que l'ouvrage a vu le jour. Il faut savoir qu'il a plusieurs particularités. C'est à la fois une campagne et un guide de ville centré sur Toronto. Et c'est donc un ouvrage clé en main, on peut dire, dans lequel vous allez avoir le cadre de jeu et la campagne, comme ça pouvait être le cas notamment avec Néo-Révolution en français, où on avait le guide de Paris et la campagne française. Et par contre, la partie de la campagne a un format un peu particulier, puisqu'en fait, il y a 30 scénarios qui sont du coup forcément décrits plus sommairement qu'un scénario classique de Shadowrun, comme ceux que vous pouvez trouver par exemple dans Free Seattle. Est-ce que tu veux dire quelques mots dessus, du coup Romain, vu que tu es un peu notre expert en scénario, c'est ça? J'aime pas écrire des scénarios, comme ça je suis expert. Non, je peux parler. Enfin, c'est vrai que j'aime bien ce format de scénario, donc je peux en parler. En fait, l'optique de ces scénarios, c'est de pas essayer de faire du trop didactique, on vous explique tout, on vous décrit tout. C'est de faire vraiment une forme très très légère de scénario où on vous donne vraiment le point de départ, un peu les enjeux, les lieux clés. Et puis limite, on vous donne pas forcément de conclusion parce que en fait, selon comment le scénario se déroulera, vous inventerez la vôtre. Alors moi j'aime bien le format. Après, tous les scénarios écrits dans ce format-là, que ce soit dans Sentinel ou dans d'autres bouquins, sont pas toujours géniaux. Mais je trouve que c'est un format qui est pas mal, où c'est un bon compromis entre le topo d'Anarchy, qui est très court, qui est vraiment très court, et un truc un peu plus développé, mais en fait pas non plus débordant de précision, ce qui évite aussi. Alors parfois ça a ses défauts, enfin, on va en parler en long en large, mais ça évite aussi parfois d'avoir des scénarios qui reposent entièrement sur quelque chose que l'auteur avait vraiment tout décrit pour que ça aille par la porte gauche. Bah en fait non, le scénario il a été écrit pour aller comme ça, mais en fait le meneur le mène autrement. Bah, ce format de scénario un peu léger, ça évite d'avoir ce problème-là, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment très cool le format de scénario, c'est vraiment quelques pages, et c'est avec une accroche. Généralement, il y a un petit texte pour vous dire un peu de quoi il s'agit. C'est un peu pour. Enfin, l'idée, c'est que vous feuilletez les scénarios et puis vous lisez l'accroche, et si elle vous plaît, vous lisez la suite et vous jouez le scénario, ou sinon vous passez au suivant. Voilà, c'est un peu l'idée des scénarios dans 30 Nights, enfin en 30 nuits. Oui, mais je voulais juste dire que les scénarios étaient quand même relativement courts aussi. C'est pas, je veux dire, chaque scénario de base, c'est pas quelque chose qui va vous durer 4 séances. Heureusement, parce qu'il y en a 30, sinon la campagne elle finirait jamais. Mais effectivement, ça permet, si un scénario a plus plu aux joueurs, aux meneurs, de pouvoir le faire durer un peu plus, parce que c'est très ouvert.
Et puis, si d'autres sont moins intéressants, eh ben, on peut finir plus vite. C'est intéressant que tu dises ça, puisque du coup, effectivement, les scénarios sont pas forcément tous à faire. C'est pas une campagne linéaire au sens où l'histoire se construit pas du premier scénario au scénario au dernier de manière ininterrompue. Il y a de nombreux scénarios qui peuvent être sautés, évités, même s'il y a on va dire des points clés qui font qu'on peut pas non plus réorganiser tout ça n'importe comment. Et il y a également en fait plusieurs arcs dans ces 30 scénarios, de base qui aident aussi le meneur à organiser un petit peu sa table de jeu et éventuellement se focaliser. Ouais, le pitch général, puisqu'on n'en a pas parlé, faut peut-être démarrer par là. C'est que bon, alors, c'est un spoiler, mais pas un gros spoiler pour ceux qui auront écouté le podcast Cutting Black, Noir Total. C'est qu'effectivement, Toronto va être plongé dans le noir. Les runners vont se retrouver piégés là-dedans et qui vont devoir survivre et participer à la communauté. Donc les premiers scénarios vont leur permettre de se faire des contacts, de comprendre un peu les forces en présence dans leur zone de la ville. Et beaucoup de scénarios, c'est un petit peu la vie de tous les jours dans une ville qui a plus d'électricité, qui a plus de matrice, qui a plus rien. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il y a effectivement différents arcs euh, qui vont se développer. Et on est libre, le meneur est libre de tout jouer toutes les nuits, d'en jouer juste certaines, et puis de jouer un peu les effets, les rebondissements qui auront lieu à la suite d'une nuit, les conséquences d'une des nuits pendant les nuits suivantes si ce qui est proposé lui plaît pas. Donc il y a un peu, c'est un petit peu une série de propositions sur qu'est-ce qui peut se passer dans une ville plongée dans le noir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et de ce que intéressant, à noter en tout cas, c'est que même si les scénarios sont nommés en fait comme des nuits, donc nuit 1, blablabla, nuit 2, blablabla, etc., ils ne se déroulent pas littéralement toujours la nuit. Il faut plutôt prendre ça au sens de jour et le nuit en fait comme un jeu de mots. Je sais que j'ai bugué notamment sur une nuit, je crois vers le milieu de l'ouvrage, où en fait les runners enquêtent, ont des choses à faire la journée, et il y a un PNJ qui doit être assassiné le soir, et du coup je suis resté à me poser la question pendant 5 minutes si le PNJ était assassiné du coup le lendemain ou le soir même. Enfin bref, ça m'avait un peu, j'étais un peu confus. Puisque il y a effectivement c'est un peu le mot nuit est pris un peu à géométrie variable en fonction des scénarios, même si généralement on finit par comprendre. L'autre point qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que du coup on a vraiment même si les scénarios sont moins bien décrits, pour le coup on a vraiment du clé en main par rapport à Nuit Totale. Puisque la ville est relativement bien décrite, en tout cas plus que les villes de Noir Total. Et on a également du coup des informations qui me semblent, Mathieu me contredira si je dis des bêtises, mais on a des informations détaillées aussi sur en fait les conséquences vraiment du blackout sur Toronto, et notamment ses conséquences en termes de jeu. Et sur les manières en fait de mener tout bêtement de mener la campagne dans ce cas-là. Alors tu touches à plein de choses à travers cette question. Donc je vais essayer de les aborder toutes rapidement et puis éventuellement on rebondira ensuite s'il y en a qui te semblent plus intéressantes. La première, c'est que la description de Toronto, donc elle fait une grosse dizaine de pages, c'est le Toronto avant le blackout. Donc finalement, c'est pas exactement le Toronto dans lequel les joueurs vont être plongés. Ça en soi, c'est pas un problème. Là où c'est un petit peu plus problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dans les scénarios
qui montrent que c'est pas la même personne qui a écrit le guide de Toronto que ceux qui ont écrit les scénarios, et que des fois les uns se sont pas assez tenus au courant de ce que les autres avaient écrit. Donc il y a quelques petites inconsistances. Rien de rédhibitoire, hein, mais il y a quelques petits détails quand on se plonge vraiment dedans qui nous font dire que bon, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà un des exemples, je crois que c'est sur la mafia. Il y a 2 familles de la mafia décrites dans le guide de Toronto. Et puis il y en a une troisième qui est utilisée dans les scénarios. Pas grave, mais c'est dommage. Et je sais plus ce que je voulais dire ensuite, donc je vais vous laisser continuer. Ouais, bah du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, je peux vous confirmer que malheureusement, il y a dans la manière dont les projets sont faits, il y a des gens qui vont livrer leur scénario, leur première nuit, leur première aventure de bouquin, avant que la partie de guide soit publiée. Donc potentiellement, s'ils prennent pas le temps de relire le guide de la ville, il y a moyen d'avoir des petits accros. Là, ça s'est beaucoup vu dans 30 nuits, mais je sais qu'ils s'en sont rendus compte, hein. Je sais que j'en ai parlé avec quelques freelancers et ils sont tous conscients qu'effectivement, ils n'avaient pas très bien joué leur coup là-dessus et je pense qu'à l'avenir, ils font plus attention. Nous, la bonne nouvelle, c'est comme on travaille sur du cadavre mort, enfin du texte enfin, on a 6 mois entre le moment où le texte arrive et le moment où on le publie, on a pu réparer pas mal de choses, notamment là, pour illustrer ce que disait Mathieu, il y a cette prison qui est un musée aujourd'hui, qui est décrit comme un musée dans Toronto et qui est dans un des scénarios utilisé comme une vraie prison avec des prisonniers. Dans la version anglaise, il donnait quelques pistes pour comment jouer dans le Blackout, aussi voir pour comment jouer pour des personnages comme les Decker et les Rigger, parce que eux dépendent beaucoup de la technologie qui, pendant un mois complet, n'est pas présente. Et c'était éparpillé dans les premières nuits un peu partout. Et un des travaux qui a été fait par Carmody, par Mathieu, c'est effectivement de tout reprendre, l'amener au début dans le texte beaucoup plus clair, mais aussi aller chercher dans Noir Total, voir, OK, comment se passe le blackout, quelles sont les zones, qu'est-ce qui est affecté dans chacune des zones, et juste tout reprendre et vraiment clarifier pour donner un meilleur cadre aux meneurs pour pouvoir jouer cet élément qui est important pour la campagne au complet, là. Oui, donc ça nous ramène effectivement à ce que je voulais dire et que j'avais oublié. Tu mentionnais le fait qu'on décrit très clairement quels sont les effets du blackout, et ça nous amène aux ajouts français. On retrouve là aussi un petit peu le même phénomène qu'entre le guide de Toronto et les scénarios. C'est qu'en fait, entre Cutting Black, Noir Total et 30 Nuits, j'ai l'impression que tous les freelancers n'étaient pas tout à fait d'accord sur les effets du blackout. Ou l'autre hypothèse, c'est que entre ce qui est décrit, qui était super cool dans Noir Total, et quand il faut le mettre en pratique dans 30 Nuits, on se rend compte que c'est un petit peu trop punitif pour tous les personnages qui dépendent de la technologie. Et donc, on avait des blackouts à géométrie variable. Donc, il y a un gros travail qui a été fait entre André et moi pour récupérer toutes les informations des 2 livres, en faire une synthèse, en faire quelque chose de cohérent. Et donc, c'est un des points qu'on a traité dans le chapitre 30 nuits en enfer, qui est un petit peu l'introduction de la campagne, toutes les aides aux meneurs de jeu, qui étaient, comme le disait André, pour partie réparties au petit bonheur la chance dans les premières nuits, ou sinon juste manquantes. Donc, il n'y avait pas vraiment d'informations que un meneur pouvait pas retrouver, mais c'est vrai que c'était beaucoup de travail pour remettre tout ça ensemble. Et on a considéré qu'il valait mieux qu'on le fasse nous une fois plutôt que chaque meneur doive le faire de son côté. Dans la VO, il y a une carte format poster où ils avaient indiqué 30 lieux. Mais quand on se rend compte, quand on fait le recensement des différents lieux qui sont dans le scénario et dans la description de la ville, on se retrouve avec, je pense, pas loin de 75 lieux différents. Okay, 130. La version allemande en avait rajouté de plus, mais oui, nous ce que nous avons fait dans la version française, c'était de tout répertorier tous ces lieux, les identifier, et une des choses que
nous avons dans la carte française, qui ne se retrouve ni chez les Allemands ni chez les Anglais, c'est que nous avons dégagé le centre-ville et nous l'avons mis sur une seconde carte, qui en fait, c'est la carte française, c'est une carte recto verso. D'un côté, nous avons la ville et ses environs, et de l'autre côté, nous avons vraiment le centre-ville où un grand nombre d'événements se produisent dans ce centre-ville-là. Donc, ça permet de voir, plutôt qu'une grande carte avec beaucoup de points très, très, très rapprochés, ça permet d'avoir deux cartes plus aérées, donc plus faciles à lire et à utiliser, selon moi. Ouais, donc c'est effectivement un très très gros travail qui a été fait alors, par André pour le recensement de tous les lieux, auquel j'ai participé un petit peu, et puis surtout pour les placer sur la carte. Donc tous les lieux que André a été capable de placer sur la carte apparaissent maintenant sur les cartes françaises. Il y a quelques lieux qui sont soit laissés à la discrétion du meneur de jeu, soit qu'on n'a pas pu positionner clairement, qui manquent, mais il y en a très peu. Et il y a un deuxième travail qui a été fait par Romano, pour le coup, le maquettiste de Black Book, pour faire cette carte du centre-ville jolie. Et c'est plus dur que ça en a l'air. Il faut aussi apprécier ce travail-là. Ouais, alors oui, je pense qu'on peut répéter encore une fois qu'effectivement Romano qui a fait la carte de New Revolution et cette carte-là et une autre, enfin il a perdu beaucoup de points de santé mentale comme on dirait à Cthulhu pour faire ça, donc c'est un vrai travail, c'est un travail qui est dur, qui est pénible, qui est compliqué. Alors on fait tout pour lui arranger, enfin sur ce bouquin-là vous avez tout fait pour lui arranger la vie, hein, mais c'est quand même voilà, c'est un beau c'est un beau geste de sa part. Alors on pourrait dire qu'il travaille pour Black Book et qu'il est payé pour ça, mais il n'est pas payé pour s'offrir autant. Donc c'est un beau cadeau pour nous d'avoir eu cette carte. Je voudrais juste dire un truc qu'on a peut-être oublié de dire parce que ça me paraît évident, mais on a eu de la chance d'avoir André avec nous parce que André lui il vit au Canada et je crois en plus que tu vis pas très loin de Toronto, si c'est pas carrément à Toronto, André. Donc on avait la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait nous dire est-ce que le livre il est, on va dire, cohérent par rapport à la vraie ville, comment est foutue l'organisation de la ville. Enfin, c'était quand même, mine de rien, c'était plutôt chouette. Ça nous a plutôt bien dépanné, je pense. Mais peut-être qu'on va revenir là-dessus. Hein. Ouais, effectivement, Toronto. Bon, grosso modo, Toronto, c'est à peu près à 400 km d'où j'habite, ce qui, considérant la taille du Canada, c'est à côté. C'est relatif. Mais oui, à l'échelle canadienne où j'habite, en banlieue d'Ottawa, la capitale du Canada, et de Toronto, nous avons à peu près 400 km de distance. Et c'est une ville où je suis allé à quelques occasions. Donc. Pendant qu'on parle de l'apport d'André au supplément et qu'on est toujours sur les ajouts français, faut donc rajouter qu'il y a également eu l'ajout d'un fil rouge, puisque la campagne, comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, a un pitch de départ relativement simple, qui est que les runners se trouvent dans une ville où c'est la merde, et ils doivent se débrouiller, et il n'y a pas vraiment on va dire, d'accroche pour leur faire rester. La campagne présupposant plus ou moins que les événements et on va dire, leur affect pour le cadre de jeu vont pousser les runners et les joueurs derrière à rester dans la ville, mais il n'y a pas vraiment de barrière ou réelle ou narrative pour les pousser à rester. Et donc il y a eu un fil rouge qui s'étend sur l'ensemble des nuits et qui vise en fait à maintenir les joueurs dans Toronto. Mathieu, tu voulais en dire quelques mots? Oui, alors tu as déjà dit beaucoup ce que je voulais dire, mais effectivement, la lecture de la campagne, ça m'a un peu choqué. La lecture de la campagne en VO, c'était, mais si j'étais un joueur, je partirais juste. C'est la merde, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de matrice. Et en fait, la zone de blackout, elle fait, je sais plus, 20 km de rayon, quelque chose comme ça. Enfin, je marche, le soir, je suis sorti. Et pourquoi les joueurs vont rester? Et pourquoi l'aide ne vient pas? Alors, il y a un certain nombre de choses qui laissent entendre qu'il y aurait une raison pour laquelle l'aide ne vient pas. Un peu dommage de ne pas l'avoir explicité pour le meneur de jeu. On a essayé d'expliciter ça un peu plus.
Mais effectivement, c'est vrai qu'André est arrivé avec Romain avec une idée que je vais leur laisser détailler sur rajouter ce que tu appelles un fil rouge, une mission au final qui pousse les joueurs, les personnages à rester à Toronto malgré les événements et à ne pas chercher à s'en aller tout simplement, qui mettrait complètement en défaut toute la prémisse de la campagne. Donc à la fois dans la partie préparation de la campagne, on a explicité cette prémisse en prévenant le meneur quelque part que c'était un risque que les joueurs veuillent s'en aller et qu'il fallait qu'il le gère. Et on lui a donné à travers ce scénario les moyens de le gérer. Effectivement, le scénario, la genèse en fait vient d'un autre scénario que j'avais écrit et où Romain avait proposé de essentiellement la reprendre comme fil rouge pour la mission et la conclusion de ma mission initiale serait la conclusion qu'on rajouterait à 30 nuits. De fil en aiguille, essentiellement, cette conclusion additionnelle-là a tout simplement été coupée parce qu'elle n'allait pas bien. Elle faisait trop ajout artificiel à la fin, donc elle a été coupée, mais l'idée principale du fil rouge a été conservée et essentiellement, ce que nous proposons aux meneurs, c'est une mission où les personnages sont engagés par un monsieur Johnson pour enquêter une nouvelle cadre de Saderkrupp qui est envoyé à Toronto. La particularité de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même envoyé, ce qui semble être une mission de confiance, mais qui est une personne inconnue. Et de là, les personnes sont envoyées, donc les joueurs sont envoyés à Toronto. Ils se rendent à Toronto, ils commencent leur enquête et commencent à prendre quelques petites graines de qui est cette personne-là, la prendre en filature, mais en même temps, ça donne une occasion aux personnages de découvrir avant les événements du Blackout certains lieux et certains des personnages non joueurs, des PNJ, de la ville aussi. Il me semble qu'il y a quelques informations que tu as oublié de dire par rapport à ton scénario. Le premier, c'est qu'il est écrit pour inclure dans les événements de Toronto des runners extérieurs à la ville, et plus précisément des runners français, puisque la rencontre avec les Johnson a lieu à Lille. Chose un peu étrange, parce qu'on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi pas engager directement des runners américains. C'est un peu curieux comme prémisse. Enfin, c'est pas la seule occurrence dans la gamme, mais c'est toujours quelque chose de surprenant. Pourquoi recruter sur un continent différent? C'est un véritable enjeu, Romain. Ouais, non, ça c'est le truc sur lequel tu poses de grandes questions. En fait, bêtement, le client, l'idée était de dire, comment dire, l'idée était de dire, c'est une faction extérieure à tout ça qui va envoyer des opératifs sur place, donc des gens extérieurs qui connaissent pas les lieux, mais qui du coup sont connus de personne. C'est un peu l'idée pour laquelle, en l'occurrence, je crois que c'est Dassault qui recrute, pour envoyer les runners de France. En fait, il peut être envoyé de Seattle, mais mécaniquement, l'idée était de dire, en gros, il y a quand même très peu de chances que le joueur de Shadowrun ait une campagne à Toronto. Donc forcément, s'il prend le bouquin et qu'il joue avec ses joueurs habituels, il va falloir les déplacer. Donc on a fait cette offre de travail, on l'a mis en France parce que voilà, un cocorico, hein. Mais en fait, on aurait pu l'écrire ailleurs. Et je crois qu'il y a un encadré qui dit comment réécrire l'intro en mettant de notre ville. Le point principal, c'est qu'en gros, Dassault ou As Technologies en l'occurrence surveille ce que fait Saderkrupp à Toronto et envoie les runners pour faire ça. C'est ça le point de départ, l'accroche principale, quoi. Je rebondis rapidement, enfin on va pas y passer des heures non plus, hein, mais juste pour rebondir rapidement, je suis d'accord que Toronto, du coup, c'est pas le cadre forcément de base de Shadowrun, contrairement par exemple à ce qu'aurait pu, enfin si ça avait été Seattle, ça aurait été évidemment différent. Mais Lille, vu qu'on n'a rien dessus en français, je suis pas sûr que ce soit forcément plus parlant pour des runners francophones que Paris, par exemple. À part si vous avez prévu de développer Lille à court terme, mais même là, vu que de toute façon c'est paru avant. Donc juste pour donner mon avis là rapidement, il faudrait réfléchir plus à froid.
Mais plutôt que de changer la ville, il vaudrait peut-être mieux tout bêtement faire débuter en fait la filature en France à Lille, ou là où les runners sont recrutés. Ça me semble le choix le plus logique pour éviter en fait les suspicions potentielles des runners et c'est en fixe relativement facile à appliquer. Romain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste dire en fait que la raison pour laquelle on fait un point départ en France, c'est que quand 38 va arriver, bah derrière il y a eu quoi? Il y a eu Free Seattle et avant il y a eu Neo Revolution. Donc si le mec est encore plus jeune dans son Neo Revolution et que par exemple il a pris Free Seattle avec les versions françaises, les scénarios version française, bah du coup il a un point de départ naturel. C'est pour ça qu'on a pris la France. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'on aurait pu, t'as raison, on aurait pu développer un peu un passage lillois. Je me demande même d'ailleurs si on n'a pas réfléchi à ça à un moment. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un moment où on a réfléchi au fait de faire passer Brunine à Lille, ou alors de dire les runners vont en Allemagne pour suivre Brunine depuis le début, ou alors je ne sais pas si j'y ai pensé tout seul et qu'on l'a jamais verbalisé avec André. Bon, après, faut pas non plus que le prologue devienne un premier acte, quoi. Mais oui, voilà. OK, donc c'est ça. Et donc après, rendu à Toronto, comme je disais, on propose une période de, je pense, c'est 2 semaines. Mais on propose aussi aux meneurs de ne pas donner de temps exact pour qu'il puisse être un 2 semaines fluide. Donc, s'il a besoin un peu plus de temps, qu'il donne plus de temps. S'il a besoin moins de temps, qu'il peut aller rapidement à la première nuit. Comme je disais, pour que les runners continuent l'enquête pour laquelle ils sont engagés, découvrir la ville, découvrir les personnages joueurs. Et après ça, nous avons la première nuit qui arrive. De là, après ça, ce n'est pas avec chacune des nuits, mais avec un bon nombre de nuits, nous avons ajouté une section sur l'enquête sur Sadar Group pour pouvoir continuer à lier notre fil rouge à diverses nuits et permettre une progression à ce niveau-là. Donc c'est intégré à la fois par le fait que Bronwyn est un personnage qui apparaît plusieurs fois dans la campagne, et à la fois parce que, sans trop en dévoiler, l'objet l'enquête sur Bronwyn va permettre de découvrir des choses et d'amener les joueurs vers la fin de la campagne. Ça m'amène donc une autre question par rapport à ça. Les éventuelles conséquences, révélations du fil rouge liées du coup à Bronwyn et ce qui l'entoure. C'est donc quelque chose qui va être répercuté et cohérent avec la gamme VO, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement être très vite contredit parce que ça s'en écarte quand même que ça s'en écarterait peut-être un peu. Je précise juste que j'ai pas lu le supplément VO, donc j'ignore à quel point le personnage a été changé ou pas dans les jeux français. Non, je ne pense pas comme quoi, parce que ce qui est découvert à propos de Bronwyn et des machinations de Sadar Group a été tiré soit de 30 nuits même ou de certains éléments qui ont été mentionnés dans Noir Total. Donc, sans nécessairement penser à la suite de la gamme, j'ai essayé de garder le tout cohérent à la campagne de 30 nuits, mais aussi avec les éléments qui avaient été présentés jusqu'à cette époque avec Noir Total. Donc, ce qui est découvert, c'est des choses qui sont déjà publiées dans la grande majorité. Il y a peut-être un ou deux éléments qui ont été inventés par moi-même, mais rien qui va vraiment changer l'histoire de Toronto, du l'UCAS ou du blackout de façon catastrophique ou rien de majeur. Donc, c'est peut-être quelques petits points avec des éléments mineurs, mais de façon générale, j'ai écrit les découvertes et ce que les joueurs découvrent pour que ce soit cohérent avec la campagne même. Très bien, merci pour ces informations. Sachant que c'était aussi une question qu'on s'était posée dans le podcast disparu sur Free Seattle. Du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir des informations par rapport à ça. Pour en revenir du coup plus généralement au scénario proposé par la VO, tout à l'heure on avait dit donc que c'était des scénarios plutôt courts qui généralement vous tiendront
une ou deux séances. Enfin, après, ça dépend toujours du nombre d'heures que vous consacrez par séance, mais c'est pas des scénarios qui vous tiendront en haleine très longtemps. De ce que j'en ai lu pour le moment, j'ai quand même remarqué que c'était des scénarios relativement variés, qui avaient donc pas mal, qui n'avaient pas forcément de grands enjeux, mais qui proposaient quand même une diversité assez intéressante dans les situations, qui n'est pas forcément quelque chose de très courant chez les auteurs américains quand ils écrivent des scénarios. Est-ce que quelqu'un veut en dire quelques mots ou vraiment? Ouais, c'est un effet de bord du format que je trouve assez chouette, effectivement. C'est que, moi, j'ai des scénarios que j'ai lus dans le bouquin que j'ai détestés et d'autres que j'ai adorés. Il y en a beaucoup que j'ai détestés à base de, le format est mal exploité. Alors, je pense qu'il y a toujours des bonnes idées, mais souvent, il y en a qui sont plus ou moins bien réalisées. Et alors, par exemple, il y en a un où les runners vont chercher du pain. En fait, il faut bouffer, hein, c'est la nuit 3 ou 4, je crois. Et en fait, ils découvrent que dans une école, il y a un camion plein de pain. Donc, ils vont piquer du pain. C'est plutôt rigolo comme point de départ. C'est pas le truc qu'on fait toujours dans Shadowrun. Ouais, Mathieu saura bien que récemment, vous avez été volé du lait en poudre à une de mes tables. Mais bon, enfin voilà, ça, c'est un point de départ qui est plutôt amusant. Il y en a un qui est très presque nuit de zombie. Il y en a un avec plein de monstres dans la nuit qui est vraiment un film d'horreur un peu série B. Oui, c'est vrai, pardon, vous n'avez pas volé le lait en poudre. Non, je disais, il y en a un effectivement qui est un peu en mode de film d'horreur série B. Je pense que moi, si je le menais celui-là, je pousserais un peu le curseur dans cette direction, presque le rendre un peu parodique s'il faut. Il y a des trucs beaucoup plus classiques. Donc il y a un peu de tout, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est exagéré, mais un peu de tout. Et c'est vrai que c'est assez agréable, ça. C'est assez chouette. Et comme en fait, c'est des idées, comme c'est pas un format très long, je pense que beaucoup d'auteurs ont parfois lancé des idées qu'ils n'auraient pas forcément plus facilement finir en mode vraiment scénario didacticiel ou en mission complètement détaillée parce qu'il y a trop d'inconnus à gérer. Mais du coup, là, ils peuvent le poser. Puis comme finalement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de hand-waving, enfin, le fait de beaucoup de choses qui sont réglées finalement par le meneur, ça libère un peu. Je pense que ça a un effet positif sur le côté inspiration du scénario. C'est pas toujours le cas, mais au moins, je trouve qu'il n'y a pas trop de... ça fait plaisir à Timothée. Il n'y a pas de vol d'entrepôt. Il n'y a pas de truc un peu bateau Shadowrun classique, parce que justement, le format permet de proposer autre chose et pas de faire une éternelle run un peu classique. Voilà, donc attaquer un entrepôt ou autre chose, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant par rapport au postulat, donc même si les scénarios, c'est pas du Shadowrun classique, mais ce côté un peu enjeu réduit, même si on prend en compte le fil rouge, le fait qu'il n'y ait pas forcément, enfin que les joueurs ne soient pas soient quand même aux marges des complots et soient pas vraiment impliqués dans des histoires autrement qu'en tant que, on va dire, dégâts collatéral, puisque le scénario a pas pour objectif de leur faire découvrir la réalité et de résoudre totalement le problème derrière les blackouts, vu que, enfin, sans trop raconter, l'objectif c'est pas de se venger pour les blackouts ou de révéler au monde entier les dessous du métaplot. C'est plus de survivre dans ton tombe pendant 30 jours. Et donc je trouvais que c'était intéressant parce que c'est peut-être aussi plus facile à mettre en scène et auprès de la table, notamment pour des meneurs qui connaissent pas très bien le lore, et notamment les PNJ récurrents et ainsi de suite. Et donc ça se base moins en fait sur une connaissance du lore que sur des situations de jeu. Et donc je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, même s'il y a quand même ce problème en fait de la mise en scène des d'équerres et des rigueurs qui peut être un peu frustrante pour les joueurs impliqués, qui pourront pas totalement déployer leurs capacités dans la campagne.
Ouais, du coup, j'ai toujours un truc à dire, moi. Ouais, non, t'as complètement raison, effectivement, j'avais pas réalisé, alors que tu le disais, j'y réfléchissais, effectivement, c'est vrai que c'est très bien pour démarrer, en fait. Tu peux démarrer comme ça, 30 nuits, sans connaître tout Shadowrun, sans savoir qui est Dunkel Zan, sans tout découvrir. Ça peut être vraiment joué quasiment toute la campagne sur un niveau très rue. Si les joueurs accrochent sur on veut comprendre ce qui se passe, bah, ils auront des pistes. Si les joueurs veulent régler le problème, ils auront des pistes. S'ils veulent juste bouffer et puis attendre que ça se passe, ben, ils auront de quoi jouer jusqu'à la fin de la campagne. Ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Alors, je pense pas que toutes les campagnes qui sont écrites comme ça, dans ce format-là, pour la Shadowrun 6, seront aussi indépendantes du lore, entre guillemets, que ce que tu évoques là. Je pense que les suivantes seront plus au contraire construites sur le lore. Mais celle-là a ce mérite-là. Mais en fait, d'une manière générale, c'est ce que tu évoquais qui est toujours très compliqué. C'est le paradoxe de Shadowrun, c'est que d'un côté, il y a des événements géniaux dans l'univers, une IA qui s'empare d'un satellite et qui menace le monde, un crash matriciel, un dragon qui se fait élire président et qui meurt. Et c'est toujours extrêmement difficile dans les scénarios officiels de mettre les joueurs dans l'action parce qu'en fait, ça dépend tellement de la motivation du groupe. Ça dépend tellement est-ce que vos joueurs sont des mercenaires purs et durs ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu des runners qui ont une âme ou les 51 degrés de gris entre les deux. Donc c'est toujours un peu très compliqué. Pour le coup, je trouve que 30 nuits a pas mal répondu à ce problème-là, en fait. Pour une fois, ça a été c'est-à-dire, ça a mis les joueurs au milieu du truc, sans trop les forcer à un rôle de héros, sans trop présupposer de leur motivation, si ce n'est la motivation qu'évoquait de Mathieu, du fait qu'il reste quand même dans la ville. Voilà. Là, on en revient à un problème qu'on évoque souvent effectivement, comme dit par texte, que effectivement, la meilleure façon de faire, normalement, c'est de donner des personnages ou d'au moins donner des bases sur le groupe en disant, voilà, vous allez faire un groupe de runners qui est très, très Robin des Bois. Et du coup, bah là, vous pouvez essayer d'écrire une campagne où on va, comme les runners sont Robin des Bois, on va savoir ce qu'ils vont faire, entre guillemets, ou du moins, on va avoir une vision sur leur spectre de décision. Comme tu évoquais, oui, là, les nuits, la beauté, c'est que tu vois un peu de tout. Qui mène, c'est généralement un niveau de rue. Une des choses c'est qu'effectivement, à la fin, la 30e nuit, l'équipe va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le blackout. Mais c'était une des critiques que Romain avait fait, avec lesquelles j'étais d'accord, c'est que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin, et voilà, c'est ça qui s'est passé. Fait que les 29 nuits auparavant ne menaient pas vraiment à cette conclusion de l'aventure. Donc. Il me semble également qu'il y a une nuit que tu as entièrement réécrite, la 9e, sauf erreur de ma part. Juste pour donner le contexte, en fait, la nuit en VO, qui était l'une des préférées de Mathieu, impliquait en fait une sorte de course d'escalade sous le feu de tirs de gang. Si j'ai bien compris ce que vous m'en aviez raconté. Oui, alors en gros, c'était une de mes préférées, clin d'œil. C'est pas du tout le cas, elle était effectivement très 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 nulle. Il fallait récupérer différents colis que le commanditaire avait confiés à différents gangs pour les garder. Et chacun des gangs, de manière autonome de mémoire, on ne sait pas pourquoi, décidait de soumettre les runners à une sorte d'épreuve, plutôt que de juste rendre le truc qu'ils avaient été payés pour garder. Euh, et l'une de ces épreuves, parce que je me rappelle même pas des deux autres, c'était une espèce de concours d'escalade entre un des runners et un des gangers, pendant que les gangers et respectivement les runners avoinaient le concurrent adverse à coups de balle-gel. Bon, voilà. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Ça m'a pas convaincu. Donc ça nous a semblé la parfaite nuit à remplacer. Et du coup, André, tu veux donner quelques infos sur la nuit que tu as écrite à la place? En lien avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt pour la dernière nuit qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, sans que rien dise voilà pourquoi. Donc, c'était une des idées, c'était de donner un petit clin d'œil de qu'est-ce qui se passe. Donc, dans la nuit 7, j'ai ajouté que les runners découvraient une certaine information et dans la nuit 9, j'amène les runners à se rendre
à une centrale nucléaire qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, où quand ils rentrent dans la centrale et qu'ils vont fouiner un peu, vont découvrir un engin qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas opérationnel, mais qui donne quand même certaines pistes sur qu'est-ce qui pourrait se tramer dans la ville de Toronto. Ça offre aux personnages une occasion de sortir un peu de la ville, de circuler, de se promener, mais tout en étant lié à l'histoire, à qu'est-ce qui se passe dans Toronto et aussi lié au fil rouge qu'ils doivent, qui leur a été donné, là, qu'on leur a donné. Là. Donc, entre une mission qui ne contribue pas, c'était vraiment la remplacer pour quelque chose qui permet à l'histoire d'avancer. Mais est-ce que l'inclusion de ce fil rouge, finalement, limite pas le côté un peu modulaire de la campagne qu'on évoquait tout à l'heure? C'est-à-dire, en fait, comme il y a pas mal de missions finalement qui ont été liées à une intrigue globale, est-ce que ça ne devient pas gênant ou est-ce que ça n'empêche pas en fait de pouvoir sauter une partie des missions à sa guise si jamais on voulait également faire jouer le fil rouge? Non, ça, c'est une excellente question. Et d'un côté, oui, ça pourrait limiter, mais de l'autre côté aussi, étant donné que les nuits sont modulaires et jusqu'à un certain point, les ajouts que je fais le sont aussi par la force des choses, il y aurait moyen de faire une campagne écourtée où on décide de sauter un certain nombre de nuits ou juste déplacer des nuits, donc tout en gardant sans avoir l'intégralité du fil rouge, mais en gardant l'essence du fil rouge. Donc, le fil rouge ne nuit pas à cette possibilité d'écourter en enlevant certaines nuits. Oui, je voulais juste rajouter que les différentes éléments qui sont constitutifs du fil rouge sont clairement identifiés dans les nuits. Donc ça va être très facile pour un meneur qui souhaiterait écouter la campagne de regarder rapidement les nuits, de voir celles qui lui plaisent, celles qui lui plaisent pas, et celles qui ont un lien avec le fil rouge directement. Et si ça tombe sur des nuits qui lui plaisent pas, de facilement voir ce qu'il doit récupérer et repositionner ailleurs. C'est une section spécifique en fait dans chaque nuit, ce qui est lié au fil rouge. C'est pas complètement noyé dans les nuits. Plus du coup la nuit 9 qui est intégralement liée, non? Sauf erreur de ma part. Alors oui, la nuit, si on veut faire jouer le fil rouge, il faut faire jouer la nuit 9. Oui. La nuit 9 et les nuits 29 et 30 de mémoire qui ont pas spécialement été modifiées pour le fil rouge, mais le fil rouge vient se raccrocher à ces nuits-là. Et aussi, de l'autre côté, si on veut faire jouer 30 nuits sans le fil rouge, qui est aussi une possibilité, la nuit 9 que j'ai ajoutée pourrait assez facilement être adaptée en omettant un ou deux détails. Elle pourrait facilement être incluse et jouée comme telle. Et dans le fond, ça donnerait un aperçu de ce qui va venir plus tard, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir plus tard, tout en étant dissocié du fil rouge. Donc, c'est quand même, à ce niveau-là, c'est une nuit qui s'adapte facilement à être jouée seule, indépendamment du fil rouge. Peut-être aussi quelques mots sur un autre ajout qui me semble être un ajout français, sauf erreur de ma part, qui est du coup le recueil de personnages, ou en tout cas il me semble qu'il a été réorganisé, du coup en différenciant notamment les personnages récurrents et les archétypes un peu génériques qui reviennent dans plusieurs scénarios. Je crois que c'est toi, Mathieu, qui a bossé dessus notamment. Oui, alors, il y a eu une partie errata sur les personnages. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les personnages de type générique, qui ont été regroupés ensemble. Les personnages récurrents qui apparaissent dans un certain nombre de nuits, qui sont laissés dans le recueil des personnages. Et puis beaucoup de personnages qui en VO étaient dans le recueil, mais qui finalement apparaissaient que dans une nuit, ou alors très furtivement dans une autre sans qu'on ait besoin des statistiques, et qu'on a fait le choix de déplacer dans la nuit en question.
pour éviter d'avoir trop de tournage de pages à faire. Donc voilà, les personnages qui apparaissent que dans une nuit, vous trouverez leur stats dans la nuit en question. Voilà, ça c'est principalement pour essayer de faciliter la vie des meneurs et de retrouver plus facilement les infos. Par contre, ce qu'on a fait aussi, je vais en profiter, on a fait un index des factions, permet de savoir au-delà des personnages quels sont aussi les différents groupes qui interviennent dans la ville et où est-ce qu'on peut trouver un petit peu des infos sur eux, à quel endroit ils apparaissent. Et dernier point sur les personnages, on a dans la partie présentation de la campagne, on a aussi identifié tous les personnages qui apparaissent dans la campagne qui peuvent faire des contacts pertinents pour les joueurs, ce qui va permettre de lier plus fortement les joueurs à la campagne, de plus les impliquer. Parce qu'évidemment, s'il arrive une tuile à quelqu'un, bah, les joueurs sont beaucoup plus impliqués si c'est un de leurs contacts que si c'est un inconnu que le meneur essaye de leur expliquer sur le coup qu'il est vachement important, mais dont ils n'ont jamais entendu parler avant. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui a été fait autour des personnages de la campagne. D'ailleurs, au-delà des contacts, il y a également eu, là pour le coup, je sais pas si ça vient de la VO ou de la VF, je crois que c'est un ajout d'André. Il y a eu un travail de fait sur les planques aussi possibles à Toronto et dans les environs. Oui, partiellement. Donc, la nuit 1 dans la VF proposait 4 lieux comme planques potentielles pour les joueurs. Et que moi, avec le fil rouge, j'en avais proposé une 4e, un petit peu à l'extérieur de la ville. Donc, si on se rappelle ce qu'on disait plus tôt sur les zones du blackout, celles qui sont proposées dans le livre tombent vraiment dans la zone la plus frappée. Celle que je proposais était dans la deuxième zone qui était moins frappée, moins touchée. En discutant avec Mathieu, il a été décidé de les ressortir de la nuit 1 et de les mettre dans la section 30 nuits d'enfer pour que ce soit vraiment clair du départ. Voici les possibilités de plantes que vous avez. Pas encore eu la chance d'attaquer cette campagne-là, mais c'est certain que même avec un groupe d'amis anglophones, je leur ferais jouer la version française là, parce qu'elle se tient mieux. Honnêtement, sans faux modestie, en offrant un meilleur cadre plus clair de quoi faire, ça serait mieux de la jouer à celle-ci plutôt que la version anglaise. Même si c'était avec des anglophones, on pourrait se débrouiller avec celle-là. Ouais, en fait, alors, c'est pas possible, mais imaginons qu'on pouvait magiquement traduire la VF de 30 nuits, hop, en VO, et qu'on la donnait aux freelancers de Catalyst. Je pense qu'il ferait comme André, il jouerait celle-là et pas celle d'origine. Et je pense qu'il serait en fait super content de « Ah mais ouais, mais ça c'est trop bien en fait, on aurait trop aimé faire ça, etc. » Et je pense que on a un avantage en France d'arriver derrière, de pouvoir regarder le produit, pas dans il faut le finir maintenant, il faut que ça sorte, ah zut, il faut que ça parte à l'imprimeur. Enfin, eux, ils ont un peu un rush de côté. Nous, on a la chance de le voir arriver, de pouvoir regarder à l'endroit, à l'envers, se poser des questions. Et je pense que sur 30 nuits, on a vraiment tiré parti au maximum de ça, quoi. On a fait un nombre de corrections ou d'améliorations à droite, à gauche et au milieu qui ont été vraiment très pertinentes, et on a vraiment fait on a vraiment bien amélioré le produit qu'ils avaient livré, et surtout je pense qu'on a rendu justice à l'idée qu'ils avaient en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts comme évoquait Mathieu, le fait qu'il n'y ait pas de raison pour qu'ils restent, le fait que l'absence de technologie ou le blackout n'était pas vraiment tranché en termes de jeu, des défauts qui étaient vachement, qui nuisaient au propos de la campagne. Mais en fait, une fois toutes ces restaurations faites, et que ces trucs-là ont été adressés, la campagne peut être très sympa à jouer. Et effectivement, je l'ai pas menée, je ne pense pas la mener dans l'immédiat parce que j'ai plein de trucs à mener, notamment une campagne berlinoise. Mais je pense que j'espère que les gens la mèneront et qu'on aura des retours, et je pense qu'ils seront contents en fait. Je pense que c'est pas si mal que ça. Non, mais disons que l'édition n'est pas faite avec les mêmes contraintes en VF qu'en VO. On n'a pas tous les livres qui sortent, ils sortent un peu plus tard, on s'en désole tous.
Le bon côté, c'est qu'on a le temps de peaufiner un peu plus. Voilà. C'est les histoires du beurre, de l'argent du beurre et des atours de la crémière. Enfin, les Allemands ont les trois, hein, mais Je suis à moitié. Alors, oui, les Allemands ont effectivement beaucoup de matériel allemand. Ils ont effectivement les choses qui sortent très très vite. Euh, il y a un certain nombre de raisons à ça que Romain pourra peut-être expliquer. Je maintiens malgré tout, que ce soit pour les errata ou pour les améliorations de bouquins existants, que les VF sont meilleurs. bah, par exemple, sur 30 000, les Allemands ont des plans en plus au niveau des lieux dans la campagne. Alors, je crois qu'ils n'en ont pas non plus des centaines, hein, juste pour vérifier. Mais je crois, par exemple, il y a une nuit qui se déroule dans un hôpital, plan qui manque à la VO et qui avait été fait par les Allemands. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu. Aussi dans les ajouts VF. Après, ça prend du temps, il y a des choix à faire au niveau des améliorations à apporter. On peut pas. Enfin, je comprends personnellement tout à fait qu'on puisse pas. Enfin, que vous puissiez pas tout faire. Mais voilà, le côté Cocorico, on est mieux que les Allemands. Je pense que c'est aussi à relativiser en fonction des points, de points plus précis. Romain, tu voulais rebondir? Ouais, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Shadowrun en France, c'est devenu un jeu de niche. Enfin, il y a un nombre de joueurs qui est pas du tout comparable à ce qu'on peut avoir sur des ventes de jeux de rôle, enfin pardon, de jeux de figurines mainstream comme Donjons Dragons. Donc c'est pas du tout le même combat qu'en Allemagne. En Allemagne, Shadowrun, ça doit être le jeu de rôle le plus joué des Cthulhu, je pense. On a 60 millions de francophones en France qui jouent très peu. On a 80 millions de germanophones qui jouent beaucoup. Donc c'est pas du tout le même combat. Après, effectivement, je pense qu'ils ne cherchent pas. Enfin, pour prendre l'exemple de 30 nuits allemand, en allemand, ça s'appelle 30 nuits et 3 nuits parce qu'en fait, ils ont rajouté 3 nuits qui se passent en Allemagne, qui n'ont rien à voir avec 30 nuits. Et je pense malheureusement que c'est un peu leur politique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils font leur tour dans leur coin. Ils cherchent plus tellement aujourd'hui, dans ce que j'ai aperçu, ils cherchent pas forcément à s'intégrer au métaplot général de Shadowrun. Ils cherchent à faire un peu leur tour dans leur coin. Donc en gros, tant que leur allemand est pas contredit par le lore de Shadowrun, ça leur va. Alors après, je pense qu'il y a des raisons à ça. Enfin, on les connaît d'ailleurs un peu. Bon voilà, moi je pense qu'on est un peu entre les deux. Je pense on peut pas faire aussi bien qu'eux en quantité. Par contre, je pense qu'on n'a pas à avoir honte de poser notre 30 nuits VF à côté du 30 nuits allemand. Enfin, voilà. C'est vrai que la version allemande ont proposé des plans, mais en même temps, quand on les regarde, ils ont repris les plans de la prison Don Valley, qui justement, c'est la prison qui n'est plus une prison depuis 2011, je pense. Et c'est une erreur qui est... c'est une erreur, façon de parler. C'est une erreur qui est introduite dans la version anglaise, que les Allemands ont reprise, que la version française a pu corriger parce que j'étais au courant que c'est... c'est pas vraiment moi, c'est Mathieu qui avait remarqué cette incohérence entre la description de la ville et de celle-là, mais c'est un des éléments qui avait été repris. Et l'autre plan qu'ils ont mis pour la 30e nuit, la dernière nuit, ils ont rajouté un lieu qui n'est même pas le même qui a été décrit dans la nuit même. Juste pour rebondir sur l'histoire de la prison, du coup ton commentaire n'était pas par rapport uniquement en fait à l'histoire réelle, mais c'était une incohérence du coup qui était présente dans la VO de 30 nuits. Ça fait partie des incohérences qu'il y avait entre le descriptif de la ville et les scénarios. Enfin, je me souviens des messages de Mathieu à ce niveau-là. Mais c'est pas juste une question d'histoire de la ville, qui de toute façon est pas la même dans Shadowrun, puisque l'histoire du 6e monde commence à diverger à partir de la fin du 20e. Ouais, je suis un truc à ajouter, je voudrais en profiter parce que là en plus on est enregistré, donc ce sera on the record. Je voudrais à la fois remercier encore André pour son scénario et lui présenter mes excuses parce que je l'ai quand même embrigadé là-dedans de manière absolument scélérate. Je lui dis t'as écrit un scénario au Québec, enfin au Canada, attends, on va essayer d'intégrer à 38, ça va être trop bien.
Puis il a commencé à bosser pour l'intégrer 30 nuits, puis au bout de 3 mois, au bout de 2-3 semaines, on a en gros viré son scénario pour faire autre chose. Et donc je l'ai un petit peu, entraîné de manière scélérate là-dedans. Et donc je te remercie beaucoup à la fois d'avoir accepté de continuer au-delà du retrait de ton scénario ou de la disparition de ton scénario, et surtout du travail que tu as fait qui a été quand même phénoménal en termes de courir après des bouts de date dans Cutting Black, aider Mathieu avec la carte, restructurer les choses, et ta patience à chaque fois que je te disais sur ton texte, en fait c'est pas mal, mais, et puis j'ai ajouté 5 idées, et puis hop, tu reprenais ta copie, et puis ça, il y avait 5 trucs de plus qui revenaient. Enfin, vraiment, c'était super chouette. Donc un très grand merci, André. Voilà. Non, ça a été. C'est la première expérience que j'ai dans le monde du jeu de rôle, mais en somme, c'était une expérience qui était très, très, très intéressante et j'espère bien qu'on va pouvoir continuer à l'avenir sur d'autres projets, là. Mais effectivement, c'est le genre de travail où on crée son bébé, mais il faut aussi être ouvert à la critique et aux suggestions et à modifier certaines choses que, comme je disais, la fin était intéressante, mais elle était artificiellement collée. Donc, à un moment donné, oui, il faut couper et juste partir de là. Juste avant de conclure, peut-être faire un tour de table sur, en une ou deux phrases, votre opinion sur 30 nuits. Vu je pense que c'est pas trop ressorti des discussions qu'on a pu avoir, qui étaient finalement très axées envers du décor. Mais du coup, qu'est-ce que vous aviez pensé du supplément du coup, enfin plutôt de la VO que de la VF, vu que pour la VF vous êtes forcément solaire, mais est-ce que c'est un cadre que vous pensez utiliser? Est-ce que ça correspond à vos attentes en tant que meneur ou joueur, ce genre de choses? Je vais commencer. Je pense que c'est une campagne qui est intéressante. Alors, je vais répondre dans sa VF malgré ce que tu m'as demandé. Euh, c'est un type de campagne pour Shadowrun, donc je pense que c'est important de savoir dans quoi on met les pieds. C'est effectivement, on va plonger les joueurs, les personnages dans une ville en proie à une crise, et ils vont gérer un peu leur histoire au jour le jour. Et je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur la campagne pour avoir des événements journaliers ou réguliers et de construire autour pour gérer les activités au jour le jour des joueurs. Pour ma part, mes joueurs sont à Chicago depuis un certain temps. J'ai envie au contraire de les emmener vers des choses un petit peu plus qui vont avoir plus de répercussions sur le monde. Donc je vais pas la faire jouer dans l'immédiat, mais pas parce que je la trouve pas bien, juste parce que je sors déjà d'une campagne de ce type. Donc voilà, faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, être intéressé par ce type de campagne, et si c'est le cas, je pense qu'elle fait bien le job, ouais. Bah, en fait, je vais rebondir. Alors, c'est marrant parce qu'au début du podcast, j'aurais pas répondu la même chose que maintenant. En fait, c'est toi, Timothée, quand tu as fait un peu un déchiffrage du truc en parlant du fait que c'était un bon outil pour démarrer à Shadowrun, qui m'a un peu éclairé. Et effectivement, je pense que tu as complètement raison. Aujourd'hui, si tu devais démarrer une énième table de Shadowrun, ce que je ne ferais pas du tout parce que sinon je vais mourir, en fait, je pense que 30 Nights serait probablement les trucs une des campagnes que je poserais sur la table en disant vous connaissez pas Shadowrun, on va peut-être commencer par ça parce que finalement c'est pas si mal que ça en termes de prise en main du jeu, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont finalement pensé à mettre ça en premier. Mais par contre, personnellement, sur moi, Romain en tant que personne, je vais comment faire l'écho de Mathieu en disant que moi, j'ai fait Lockdown, j'ai fait une campagne anglophone avec Lockdown en Shadowrun 5, enfermé dans la ville avec les nanites. J'ai revisité l'archéologie de Raku aussi. Enfin, les cadres un peu post-apo des recoins du 6e monde, j'en ai fait le tour en fait. Et c'est vrai que je préférais. J'ai aussi fait la Sox. Et moi, c'est vrai qu'en tant que vétéran de Shadowrun, je suis pas excité par cet aspect-là. C'est peut-être le reproche que j'y ferais à 30 nuits, c'est ça. C'est ce côté un peu très. Ça flirte beaucoup avec le post-apo. Avec ce post-apo ou la tendance vers le post-apo, il y a eu un gros boom et on doit gérer le post-boom. Mais par contre, effectivement, c'est vrai que peut-être que pour démarrer un Shadowrun ou enchaîner après quelques scénars, on a fait quelques scénars à Free Seattle, on a envie d'un truc avec plus de substance et plus de
de corrélation entre les événements, parce que c'est vrai que si on joue que des missions et qu'il n'y a pas qui suivent et qu'il n'y a pas vraiment de trame générale, ça peut aussi frustrer. Peut-être que comme ça, c'est une bonne approche, effectivement. Ouais, de mon côté, effectivement, c'était quand j'ai lu la version anglaise, une des choses que j'avais bien aimé, c'est le fait que Toronto, c'est une ville canadienne. C'est une chose qu'on ne retrouve pas souvent dans Shadowrun. C'est souvent Seattle, ça va être Boston, Chicago, mais c'est rarement des villes canadiennes, malgré le fait que Vancouver est quand même un grand centre dans le conseil Salish et la majorité des grandes villes, Montréal pour le Québec, qui a eu son propre petit supplément. Mais moi, j'avais vraiment aimé le fait une ville canadienne, donc quelque chose dans un lieu qui m'était plus familier. Donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment intéressé, l'histoire. J'ai bien aimé le format qu'ils ont présenté, malgré les défauts qu'ils ont, les coquilles qu'il avait, le fait qu'on a quinzaine, vingtaine de pages sur la ville. Voici la ville dans laquelle le cadre se passe. Et ensuite, nous avons les différents scénarios qui se produisent dans lesquels il rajoute des lieux, rajoute des descriptions et c'est ça. C'est un format que j'ai vraiment bien aimé et que, comme il a été mentionné, mais aussi pour des débutants, mais même pour des vétérans, ça peut être ou des campagnes avec des espacements un petit peu plus longs. C'est vraiment quelque chose qui est plus facile à prendre en main parce que je prends une nuit, une session de 1 heure, 2 heures, 3 heures de jeu. Ça peut être une nuit, comme ça peut être 2 selon elle offre une certaine flexibilité que j'aime bien. Le côté que j'ai trouvé un peu moins bien, c'était effectivement le fait qu'elle partait sur la prémisse que c'était du robénisme. Il fallait que les joueurs soient intéressés à vouloir aider. C'est pas nécessairement une prémisse qui intéresse tous les joueurs de Shadowrun à ce niveau-là. Mais en gros, non, dès le début, c'était une campagne qui vraiment a capté mon intérêt. Merci pour vos retours. Je pense que que ça fait une bonne conclusion. Je vais rien rajouter de plus à ce sujet. Donc je vais juste vous souhaiter bonne soirée à tous et à celles et ceux qui nous écoutent. Bonne soirée également et à la prochaine pour un podcast sur un sujet encore inconnu à ma connaissance. Donc ce sera la surprise. Bonne soirée et à plus. Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle, produit par Ombre Portée 2.0.